Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction du TP sur la méthode de Monte-Carlo. Alors pour ça, vous avez donc besoin de GeoGebra et voici normalement ce que vous devez avoir sur GeoGebra d'une manière un peu classique. Vous avez dans un premier temps la fenêtre graphique avec le repère, bien sûr. Vous avez aussi à gauche, normalement, ce qu'on appelle la zone de saisie. C'est là où vous allez pouvoir écrire des instructions que GeoGebra va donc faire une fois que vous aurez entré. Et puis, vous avez aussi un clavier en bas, en fait. Alors, ce qu'il y avait juste à droite, hein, il est facile, en cliquant sur le mot graphique, de le faire disparaître si ça vous gêne. Donc, il y a un clavier aussi en bas, et ce clavier-là, en fait, si vous avez un clavier, ça vous sert à rien. Mais si vous n'en avez pas, par exemple, si vous êtes sur une tablette, parce que GeoGebra fonctionne aussi sur tablette et je pense que c'est à peu près la même interface, eh bien ce clavier en bas, il vous permet justement de taper des consignes. Alors vous avez plusieurs claviers possibles, hein, c'était le clavier 1, 2, 3 là. Alors vous avez la possibilité de revenir, hein, si vous regardez en bas à gauche, vous avez un petit clavier, un petit symbole de clavier pour le faire apparaître et disparaître. Mais donc moi j'en aurais pas besoin, sinon vous tapez là-dessus, hein, ça vous pose aucun problème. Alors le plus important c'est les boutons que vous voyez en haut à gauche. Les boutons aussi, ça vous permet, et c'est ça qui est assez convivial dans GeoGebra, de créer des choses. Par exemple, vous pouvez créer un point, d'accord, en faisant comme ça, donc en cliquant tout simplement dessus. Et puis le point, vous venez cliquer dans la fenêtre graphique et vous avez un point A qui apparaît. Et à gauche, vous voyez que ce point A, vous avez les informations, son abscisse, son ordonnée. Si vous regardez, c'est à peu près là où j'avais cliqué, hein, pour le point A ici. D'accord? Donc c'est important, ça en fait, voilà comment placer un point par exemple, et à gauche, donc vous voyez les informations ici. Alors vous voyez que si vous cliquez sur un deuxième point, en fait ce deuxième point il ne va pas s'appeler A évidemment, il va s'appeler B, C, D, E, F, G, etc. etc. Alors évidemment tous ces points, ils ne servent à rien, hein, dans l'activité, donc une commande aussi importante qui va vous être très utile je pense, c'est de pouvoir les éliminer. Pour ça vous avez la petite flèche en haut à droite en fait, bon maintenant elle est grisée parce qu'en fait je ne peux plus rien annuler, mais la petite flèche en haut à droite, ici, elle vous permet d'annuler chaque consigne les unes après les autres au fur et à mesure que vous les avez écrites. Alors, donc, dans la méthode de Monte-Carlo, ici, on vous demandait certaines choses. Notamment, on vous demandait dans un premier temps de déterminer un encadrement de l'aire du domaine assuré, hein, que vous avez dans la figure. Et la difficulté, effectivement, c'est d'obtenir cette valeur, alors que ce n'est pas un triangle, hein, ce que vous avez sous les yeux. La preuve, ce qui pourrait servir d'hypoténuse ici, c'est pas droit. Donc, dans un premier temps, combien ça vaut à peu près, hein, on vous demande combien est-ce que ça peut valoir un encadrement de l'air assuré ici. Eh bien, si vous regardez ici, si vous comptez les carreaux, vous obtiendrez assez facilement la valeur 1 tiers comme il le proposait. Je vous rappelle que le carré, hein, que vous avez, qui est dessiné en orange, il a une mesure qui vaut à peu près 1. Alors à l'écran, je suis en train de zoomer et dézoomer avec la souris, ce qui vous permet d'avoir à peu près les mêmes unités, hein, de longueur sur les deux axes que sur la page 292. Vous voyez qu'en abscisse, vous allez de 0,1 en 0,1 ou de 0,2 ou peu importe, en 0,2. Eh bien, ici, on voit beaucoup mieux, évidemment, les domaines que nous allons tracer. Faisons d'abord créer le domaine dans la fenêtre graphique. Pour ça, c'est un carré. Donc, on va utiliser un polygone régulier dans lequel et donc on va le construire à l'écran. Alors, la première chose, c'est de cliquer sur un des coins, un des côtés, en fait, un des sommets, pardon, A, puis le point B. Et à ce moment-là, GeoGebra va vous demander combien de côtés est-ce qu'il a, ce carré. Eh bien, devinez, il y en a 4, évidemment. Donc, si vous choisissez 4, ça vous fait votre petit carré ici. Donc, je vous rappelle, hein, c'était le bouton qui est encore entouré de bleu ici, et c'était polygone régulier. C'est un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les côtés ont même longueur, d'accord? Donc ça vous permet, dans un premier temps, de répondre à la question 1. Voici le domaine dans une fenêtre graphique ici. Alors, si vous voulez bien terminer ça, bien vous pouvez aussi tracer la parabole ici, y égale x carré, hein, c'est la parabole qui nous intéresse ici. Et puis, vous voyez que la zone assurée, elle est en dessous. Alors, celle-là, on va mettre un petit peu plus de temps à la tracer. On la tracera à la question 4b, en fait. D'accord? Voilà, alors ce qui est important aussi, alors la parabole ici, elle va pas nous intéresser de suite, même si c'est bien, on l'a, hein, donc vous pouvez à nouveau, hein, mesurer ici avec les carreaux, hein, les compter pour savoir, et vous vous rendrez compte que ça a fait à peu près, ici, moi, sur les 100 carreaux, hein, j'en ai à peu près 33 qui se trouvent en dessous
de la parabole dans le carré orange qui s'appelle poly 1 ici. C'est un nom qui a été donné par GeoGebra, c'est pas moi qui l'ai choisi. D'accord? Donc vous comptez, hein, vous en trouverez 33 à peu près. Voilà, donc effaçons quand même cette parabole. En fait, c'est pas celle-là qui va nous intéresser dans un premier temps. On va plutôt passer à la question de ici, créer un curseur N. Alors le curseur, vous voyez, c'est aussi en haut, c'est un des boutons. Et qu'est-ce que c'est un curseur? En fait, alors pour ça, vous cliquez donc sur le mot curseur et on va le faire apparaître dans l'écran. Alors, vous cliquez à un des points du fenêtre graphique et voilà le menu qui apparaît. Donc, le nom de ce curseur, c'est N, en fait, ici. Et N, on vous dit que c'est un entier, donc choisissez entier. Et c'est un entier qui va non pas de 1 à 30, mais de 1 à 1000. Et donc, vous cliquez sur OK. Ça vous crée, là où vous aviez cliqué dans la fenêtre graphique, ce curseur. Voilà ce que c'est un curseur. C'est un petit objet graphique qui vous permet de faire varier à la volée ici la valeur de la variable petit n ici. D'accord? Donc ça va de 1 à 1000. Choisissons par exemple, allez, 36 ou 31, peu importe. Ce sont des valeurs tout à fait acceptables pour n. Alors ensuite, on va passer à la question 3 ici, donc l'instruction random. Qu'est-ce que c'est? Elle vous permet d'avoir un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc à nouveau ici, on va essayer de créer un point donc, qui s'appellerait A égale, et puis on va taper la commande qui est donnée, hein, entre parenthèses random. Vous voyez qu'au passage, random, GeoGebra est capable de la reconnaître. Donc si vous cliquez sur le mot en bleu en dessous, ça va vous le remplir d'un coup, en fait. Et puis donc c'est random, virgule random, les coordonnées de points c'est entre des virgules, attention sur GeoGebra. Et si vous faites ça, vous allez avoir un petit problème parce que A c'est un point qu'on a déjà tracé sur le graphique. Regardez bien. A c'est un des côtés, un des sommets du carré. Donc si on modifie les coordonnées de A, notre domaine va être tout chamboulé. Donc c'est une mauvaise idée de l'appeler A. Alors peut-être qu'il faudrait lui donner un autre nom. Alors il y a A, B, C et D qui existent déjà ici. Peut-être qu'en lui donnant un nom comme par exemple E, et ben celui-ci au moins on sera sûr qu'il ne va pas tout chambouler. Voilà, en appuyant sur Entrée, vous voyez qu'on a généré un point E avec des positions un peu aléatoires. Donc une abscisse à 0,58, une ordonnée à 0,18. Et puis bien sûr, vous pouvez répéter l'expérience en revenant sur la ligne E égale random, random, et en faisant entrer à chaque fois, vous allez à nouveau régénérer à chaque fois un point E avec des coordonnées aléatoires entre 0 et 1. Alors qu'est-ce que vous pouvez remarquer, bien sûr, c'est que le point E se trouve seulement dans le domaine, tout simplement parce que ces coordonnées X varient entre 0 et 1, et Y, elles varient aussi entre 0 et 1. Vous vous retrouvez donc bloqué dans le polygone poly 1, et c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs, en fait. D'accord ? Voilà, alors bien sûr, dans la question B, on veut faire un truc un petit peu plus compliqué parce que ça ne nous intéresse pas d'avoir juste un point, on voudrait en créer plein, et c'est le principe, hein, c'est le cœur de la méthode de Monte-Carlo. On veut créer, comme si qu'on allait tout simplement, on veut créer des impacts de fléchettes hein, dans notre cible un peu carrée, comme ça, et on veut lancer des fléchettes un peu au hasard hein, dans cette cible carrée, et puis ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est de trouver la proportion de fléchettes qui seront tombées en dessous de la parabole par rapport au nombre total de fléchettes. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une mesure en fait de l'aire assuré. Donc on va maintenant passer à la question suivante. Donc qu'est-ce que c'est que cette consigne ici qu'on vous donne? Donc ici c'est liste 1 égale séquence expression et tout ça. Alors, vous voyez que séquence, c'est une fonction qui est connue hein, par GeoGebra. Et donc, séquence ici, vous allez devoir entrer une expression, une variable qui va aller d'une certaine valeur à une certaine autre valeur. C'est donc la quatrième ligne ici, mais peu importe, on va le taper nous-mêmes ici. Donc, séquence, alors l'expression, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce que l'on veut faire ici, c'est créer des points avec des coordonnées random. Donc, on va tout simplement ouvrir des parenthèses et la fermer d'un coup en même temps, et à l'intérieur de ces parenthèses, on va marquer random avec des parenthèses, virgule random. Ça va nous permettre de créer à chaque fois un point. Remarquez au passage que j'ai pas marqué E égale ou M égale ou A égale, parce que peu importe le nom en fait de ces points ici,
Je veux juste en créer suffisamment et je vais les créer avec une certaine variable i qui va aller de 1 à n ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette commande random va être répétée n fois, sachant que i ira de 1 à n. Alors vous voyez que n valait 31 et donc une fois que j'ai fini de taper ça, eh bien ça affiche 31 points en fait hein, sur 31 points verts ici sur mon repère et que chacun d'entre eux se retrouve dans le domaine, bien sûr. Alors vous pouvez le faire plein de fois et puis surtout ce qui est intéressant c'est que vous pouvez bien sûr faire varier n. Et donc si vous faites varier n, vous allez vous retrouver non pas avec 31 ou 36 mais avec peut-être jusqu'à 1000 points. Alors bien sûr, en fonction de la puissance de votre ordinateur, vous allez avoir plus ou moins de facilité hein, à à changer les valeurs de n. Donc faites attention à ça. Alors, il se passe un truc bizarre là, en fait, je sais pas pourquoi, mais quand je change n et quand j'enlève ça, ça m'affiche un petit panneau, il suffit d'annuler. Ce petit menu pop-up, il n'est pas très utile pour l'instant. Donc annulez-le s'il apparaît chez vous aussi. Voilà, donc là on a 11 points par exemple, et la question qu'on se pose c'est lesquels en fait sont en dessous de la parabole et lesquels sont au-dessus. Voici 90 points, alors vous voyez qu'avec 90 points ça fait 90 lancers de fléchettes, hein. Bon, on se retrouve avec beaucoup plus de possibilités, et avec 1000 en fait, vous voyez qu'on va commencer à avoir bien couvert tout le domaine, et donc on va peut-être pouvoir avoir une évaluation un peu plus fine en fait de l'aire hachurée qui est sous la parabole ici, d'accord? Donc avec n égale 885, ben, on se retrouve quand même avec beaucoup de points, mais rappelez-vous, hein, ces points ont été créés de manière complètement aléatoire, hein, d'accord? Donc voilà, ça c'était pour la question petit b. Donc dans l'expression ici, il suffisait d'écrire entre parenthèses random, virgule, random, tout ça avec des parenthèses. Ça, c'était la question 3b. Alors, la région du plan hachuré est délimitée par les valeurs de x comprises entre 0 et 1. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Mais ce qu'on peut dire aussi pour la question 4, c'est que les points soient en dessous ou au-dessus de la parabole, leurs abscisses x sont de toute façon comprises entre 0 et 1. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le y, en fait, d'accord? Donc le y, ça veut dire l'ordonnée du point, en fait. Donc par exemple, le premier point ici, alors on va retracer la parabole, pardon, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Prenons un point hein, qui se trouve, par exemple, allez, le point qui est à l'abscisse 0,7, je ne sais pas si vous le voyez, et qui est en dessous de la parabole. Vous voyez que son abscisse c'est 0,7, donc x est compris entre 0 et 1, ça va, mais son ordonnée, c'est pas compris entre 0 et 1. Si vous voulez qu'il soit sous la parabole, alors son ordonnée peut valoir entre 0, bien sûr, pour rester dans l'orange, mais pour rester sur la parabole, il faut bien sûr que son ordonnée ne dépasse pas x carré non plus, autrement dit 0,7 au carré. D'accord? Donc son ordonnée ici, eh bien, l'encadrement de y, c'est tout simplement y doit être compris entre 0 et x carré. C'est comme ça que vous serez certain que votre point se trouve dans la zone hachurée. D'accord? Donc ça répond à la question 4a, y compris entre 0 et x carré, quand x est compris entre 0 et 1. Ça va être utile pour la question 4b, bien sûr, hein, d'accord? Donc dans la question 4b, on va apprendre en fait à tracer en fait cette zone hachurée, et voilà comment on va s'y prendre. On va utiliser le symbole et qui est assez connu en informatique. C'est un symbole qui dit et en même temps ça, d'accord? Alors dans certains langages, il a une signification un peu précise, mais ici, il va nous permettre de créer justement la fenêtre, la zone hachurée. Regardez, on va écrire région, comme il le propose, égale, et donc la première information sur cette région, c'est que x est compris entre 0 et 1. Quand on écrit ça, en fait, on définit une région dans la fenêtre, d'accord, graphique, et vous voyez que ça correspond à une bande de tous les points possibles, hein, pas seulement ceux qui ont été créés, qui ont une abscisse entre 0 et 1. Mais nous, ce qu'on veut, bien sûr, c'est que non seulement les x sont compris entre 0 et 1, mais comme on l'a dit tout à l'heure, si on veut que la région se soit sous la parabole, eh bien il faut, et le et va se transformer en cette espèce de petit accent circonflexe, d'accord? Il faut bien sûr que les y soient compris entre 0, bien sûr, et x au carré.
Bien, alors passons à la question 5 maintenant. Donc, que signifie la saisie suivante? Alors, on va l'écrire en fait, hein. Faites attention juste avec GeoGebra, c'est très, mais comme tous les logiciels de programmation, hein, parce que c'est un peu de la programmation quand même, GeoGebra, c'est ce qu'on est en train de faire ici, hein. C'est un peu comme Python. Faites attention quand il y a des accents, quand il n'y a pas d'accent, quand il y a une majuscule, quand il n'y a pas de majuscule, ça change. Si vous oubliez par exemple l'accent sur région dans et dans région, eh bien, ça ne va pas reconnaître cette consigne. Si vous la mettez, là, ça va la reconnaître. Et puis, par exemple, moi ici, j'ai pas mis d'accent à région. Donc, c'est pas la même chose hein, dans la ligne du dessus, regardez bien. Donc, dans ce que je vais écrire dans ma liste d'informations ici, eh bien, je vais pas mettre d'accent à région dans ma liste de paramètres. De même, à liste 1, j'avais pas mis de majuscule, j'ai oublié de la mettre. Donc, il faut absolument que je la mette sans majuscule ici, liste 1, dans les paramètres de la commande et dans région. Et plus particulièrement dans toutes les commandes. Donc voilà, on va finir par i, virgule 1, virgule n, et voilà ce que ça me donne, la liste 2. Alors la liste 2, c'est un ensemble de valeurs ici, enfin de noms, de mots en fait, c'est false et true. Alors évidemment, on voit pas grand-chose, donc ici, vous pouvez, si vous amenez votre souris ou votre doigt en fait, juste sur la jonction entre les deux parties, hein, la partie commande et puis la partie zone graphique, vous pouvez agrandir en fait la partie commande, comme ça vous voyez un peu mieux ce qui se passe de ce côté. Vous voyez que la liste 2, juste en dessous de la liste 1, c'est false, false, true, false, etc., etc. Eh bien, ça va simplement, et c'est à ça que ça sert dans la question 5, vous dire si chaque point, le premier point il a pour abscisse 0,06 et 0,14, regardez la liste 1, est-ce que ce point-là, il est dans la région bleue ou pas ici? Alors si vous regardez bien, hein, 0,06, 0,14, on peut le situer assez facilement hein, sur le graphique. C'est un point qui est juste au-dessus du point A ici. Il n'est pas effectivement dans la zone bleue. Et donc liste 2 vous renvoie le mot false en fait. Le troisième point, 0,33, 0,05, essayez de le repérer. Il est un petit peu tout seul dans la zone bleue effectivement. Et donc c'est true que vous avez ici. Donc c'est vrai ou faux. Alors certains sont déjà familiers de true et false ici. Pour d'autres raisons, parce que vous faites ça en sciences de l'ingénieur ou quoi que ce soit. Sachez juste qu'en mathématiques, nous, en fait, ça correspond à des valeurs. Vous pouvez très bien les ajouter, par exemple, comme ce que vous propose la question 6. Si vous faites S égale somme de la liste 2, donc vous allez additionner false et true, en fait, et false, ça renvoie la valeur 0, true, ça renvoie la valeur 1. Donc si la somme vaut 21, c'est que vous avez eu 21 fois le mot true, en fait. Donc ici, si vous comptez, vous pouvez vous amuser à faire une pause hein, dans la vidéo, vous compterez 21 points dans la zone bleue parmi les 51 points. Alors, 21 points parmi les 51 points, ça fait une proportion de fléchettes hein, qui sont arrivées dans la zone bleue par rapport à toutes les fléchettes. Alors 21 sur 51, je ne sais pas trop combien ça fait en fait. Alors prenez votre calculatrice, hein, ça fait 21, ça fait 0,41 à peu près. Hein. Donc, ça voudrait dire que, enfin, si on se contente de 51 points, on pourrait dire que, parce que rappelez-vous ce qui est écrit dans la méthode de Monte-Carlo dans l'énoncé initial, on admet que la probabilité qu'un point choisi aléatoirement dans le carré appartienne au domaine assuré est proportionnelle à l'aire de ce dernier. Eh bien, 21 sur 51, c'est la probabilité de vous retrouver dans la zone bleue quand vous faites cette expérience. Je lance une fléchette. Hein, à peu près, hein, enfin c'est la fréquence ici, on va dire que c'est presque la probabilité, et bien avec 51 lancés, vous pouvez donc vous assurer que la zone bleue occupe 21/51e de toute la zone du domaine. Et la zone du domaine, je vous rappelle que c'était une unité. Donc ce premier résultat, ça vous permet de dire que la zone bleue, ça doit être à peu près 21 sur 51 en R. Autrement dit, 0,41. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'avec 51 lancés, c'est pas beaucoup. Il faudrait, et c'est pour ça qu'on a créé un curseur n, il faudrait bien sûr augmenter le nombre de fléchettes, le nombre d'essais, et plus vous augmentez le nombre d'essais, bien sûr, plus cette fréquence 21 sur 51 va se rapprocher d'une valeur de probabilité, d'accord? C'est ce que vous avez vu l'an dernier, c'est l'approximation des probabilités par des fréquences. Donc si on augmente n ici, vous voyez que bien sûr la somme, le nombre de points qui sont arrivés sous la partie bleue augmente, et maintenant avec 1000 ici, vous vous retrouvez avec 311 points divisé par 1000 points, ce qui vous donne à peu près 0,31. Alors, dans l'énoncé, on vous disait que dans la quadrature de la parabole, Archimède avait trouvé un tiers. Nous, 311
divisé par 1000, ça fait 0,31. Un tiers, c'est 0,333. Bon, ben, on n'est pas très loin de ça quand même.